Dans ce cinquième cours, nous allons étudier la notion de séquence, notamment les intervalles d'entiers et les chaînes de caractères. On verra aussi le principe de l'itération sur les séquences. Alors tout d'abord, on regardera les intervalles et le principe d'itération sur ces intervalles. Puis après, on introduira les chaînes de caractères, qui est une structure de données parmi les plus utilisées en informatique. Et on étudiera un certain nombre de problèmes assez simples sur les chaînes de caractères. Alors un type séquence en Python, c'est une donnée structurée qui va donc contenir des éléments à l'intérieur, et ces éléments vont être rangés dans un ordre séquentiel. C'est-à-dire qu'il y aura un premier élément, un deuxième élément, etc., jusqu'à un dernier élément. Il y a plusieurs types de séquences différents. On va commencer, nous, par étudier les intervalles d'entiers, le type range en Python. On a aussi les chaînes de caractères qu'on va étudier aussi dans ce cours, donc avec le type str pour string, chaîne en anglais. Et on verra dans le prochain cours les listes qui représentent une sorte de généralisation. Il y a d'autres types de séquences dans le langage Python, et notamment la possibilité de créer ses propres types de séquences. Alors les séquences ont des opérations communes. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est construire diverses séquences, des intervalles, des chaînes de caractères, des listes, etc. Ensuite, comme les séquences sont composées d'éléments, il va falloir accéder à ces éléments, et on va parler de déconstruction. Alors notamment, on verra un type de déconstruction qui s'appelle le découpage, qui est particulièrement intéressant. Alors il n'est pas très intéressant dans le type proche, on le verra plutôt sur les chaînes. Enfin, il y a ce principe commun à toutes les séquences qui permet de parcourir les éléments de la séquence dans l'ordre de ces derniers, et on parle d'un principe d'itération, avec une boucle qui en Python s'appelle la boucle for. Alors le type le plus simple de séquence, c'est les intervalles. La syntaxe qu'on va utiliser, c'est tout simplement la fonction primitive range, avec deux paramètres, un m et un n. Alors une expression range mn avec une condition que m soit inférieur ou égal à n, cela va construire l'intervalle des entiers allant de m inclus jusqu'à n qui lui va être exclu. Donc si on note en mathématiques usuelles, on va le noter de cette façon, avec l'intervalle fermé à gauche pour m et ouvert à droite pour n. Alors le nombre d'éléments dans l'intervalle, on pourra le calculer, c'est n-m. Alors on peut prendre des exemples. Par exemple, on va construire l'intervalle 2, 6, c'est-à-dire des entiers de 2 jusqu'à 5, donc 2, 3, 4 et 5 dans cet ordre. Donc en Python, on écrit tout simplement range de 6. Et Python va nous répondre en fait la même chose. On va dire que les intervalles range sont auto-évalués, un peu comme les chaînes, un peu comme les entiers, les booléens. Pour le type, je rappelle que le type des intervalles en Python, ça va être range, ce que nous affiche Python ici. Alors, on peut aussi utiliser des entiers relatifs. Il faut toujours respecter que m soit inférieur ou égal à n quand on écrit range mn. Par exemple, range de -4 à 3, ça fait les entiers de -4, -3, -2, -1, 0, 1 et 2. Le 3 est exclu. Alors l'opération plus intéressante d'une certaine façon sur les séquences, que l'on va appliquer aux intervalles, c'est le principe d'itération. Alors l'écriture est la suivante. Donc le mot-clé, c'est for. On trouve une variable ensuite qu'on appelle la variable d'itération. Et ensuite le mot-clé in, c'est la boucle for in. Et on va indiquer une séquence. La variable doit être déclarée, donc on va indiquer son type au-dessus de la boucle. Et on va trouver le corps de la boucle à l'intérieur du for, c'est-à-dire décalé toujours de 4 caractères. Ça ressemble un peu au corps d'une boucle while. Concernant le principe d'interprétation de la boucle for sur la séquence, l'idée, c'est bien sûr de parcourir les éléments dans l'ordre de la séquence. Donc, en fait, le corps de la boucle, qui est une suite d'instructions, sera exécuté une fois pour chaque élément de la séquence dans l'ordre des éléments. Donc, au premier tour de boucle, on aura la variable qui sera associée ou égale à la valeur du premier élément, au deuxième tour de boucle, le deuxième élément, etc., jusqu'au dernier tour de boucle où on aura associé à la variable
le dernier élément de la séquence. Alors, il faut faire attention, la variable ne sera plus utilisable après le dernier tour de boucle. Alors, si on traduit ce principe d'interprétation pour les intervalles, pour range mn, cette fois-ci, la variable d'itération sera une variable entière. Et le principe, ça va être d'effectuer un tour de boucle par élément de l'intervalle. Donc on va faire le premier tour de boucle pour m, puis le deuxième tour de boucle pour m plus 1, puis m plus 2, etc. jusqu'au dernier tour de boucle où on aura n-1. Donc à chaque fois, la variable à chaque tour de boucle est associée à l'entier courant dans l'intervalle. Alors c'est important, une boucle for in, c'est un raccourci d'écriture qui permet de rendre les programmes plus lisibles, plus concis, mais on peut toujours réécrire une boucle for in en utilisant while. C'est un bon exercice. Et c'est très important, on ne peut pas faire l'inverse. Il y a des boucles while qu'on ne peut pas traduire sous forme de for in. On verra certains types de problèmes qu'on ne peut pas résoudre avec une boucle for in, mais qu'on pourra résoudre avec une boucle while. Un point important aussi pour les boucles for, contrairement au while, c'est qu'en fait, si dans les boucles while, on a un problème à résoudre généralement qui est celui de la terminaison, on va voir que pour les boucles for, ce problème de terminaison ne se pose pas puisque les séquences sont finies et qu'on sait exactement compter le nombre de tours de boucle d'une boucle for qui correspond au nombre d'éléments dans la séquence qu'on considère. Alors pour illustrer l'utilisation de la boucle for, on va reprendre l'exemple de la factorielle qu'on va essayer de résoudre donc, par itération. Alors si on se souvient de la factorielle avec while, donc on avait une fonction qui prenait un paramètre n et entier et qui, ce paramètre devait être un entier naturel. Donc on avait indiqué comme précondition que n devait être supérieur ou égal à 0. On avait besoin d'une variable pour stocker le rang du calcul, en commençant par 1, et dans l'objectif d'atteindre n. Et puis on avait besoin d'une deuxième variable, f ici, pour stocker le résultat partiel de la factorielle, le produit cumulé. Alors, on avait indiqué 1 comme point de départ, qui est l'élément neutre pour la multiplication. Donc dans la boucle while, on avait une condition, tant que i était inférieur ou égal à n. Et ensuite, dans le corps de la boucle, les opérations, c'était d'abord effectuer l'opération f, le produit cumulé jusqu'à présent, fois le rang courant, donc i, et stocker ça dans la variable f pour passer à l'étape i plus 1. Et puis, il fallait incrémenter i. À la fin, on retournait f. Donc, par exemple, dans le jeu de test, on peut faire quelques essais de factoriel, comme par exemple que factoriel 5, c'est 120. Le programme fonctionne, les exemples sont bien validés, sont bien passés avec succès. Alors notre objectif, ça va être de transformer cette version avec while et de l'écrire cette fois-ci avec la boucle for. L'idée, en fait, c'est qu'on voit que la variable i, qui est le rang du calcul, balaye un intervalle. Cet intervalle va de 1 jusqu'à n, vu la condition. Et on la gère, cet intervalle, on le gère manuellement, en incrémentant i à chaque fois. Donc on peut transformer cette boucle while en explicitant l'intervalle sur lequel on fait le calcul. Donc on supprime d'abord la variable i comme variable normale, on va dire, et puis on va transformer la boucle while en une boucle for en suivant la syntaxe. Donc ensuite, la variable, c'est i. Ensuite, le in. Et la séquence qui nous intéresse. Donc la séquence, c'est un range. Donc le point de départ, c'est 1. Et le point d'arrivée, ça doit être n. Et donc, on va aller jusqu'à n plus 1, bien sûr. Dans le corps de la boucle, on fait la même opération, mais bien sûr, on ne gère plus i comme une variable normale. C'est une variable d'itération. Alors, il nous manque, bien sûr, la déclaration du type de la variable d'itération qui est un entier. Et on va indiquer un petit commentaire que c'est le rang du calcul. On a juste passé le rang dans un intervalle explicite. Voilà, donc c'est assez simple de transformer notre boucle while dans ce cas précis. On obtient un programme qui est un petit peu plus lisible que la boucle while et surtout qui ne pose pas de problème de borne d'arrêt, de conditions, etc. On a l'intervalle explicitement.
Là, on peut exécuter le programme et voir, bon, les tests passent toujours. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder l'impact du passage de while à for sur l'étape de simulation. Pour ça, ce qu'on va faire, on va prendre une simulation pour n égale 5. Donc on fait une table avec toujours une colonne pour le tour. Alors pour les variables, on va considérer comme première variable systématiquement la variable d'itération. C'est en effet la première finalement qui aura une valeur à chaque tour de boucle. Et puis ensuite, ici on n'a qu'une seule variable dans le corps de la boucle qui est t, donc ce sera f. Alors à l'entrée de la boucle, la variable i n'est pas encore définie, de toute façon, elle n'est définie qu'à l'intérieur de la boucle for, donc c'est important de signaler qu'on ne peut pas l'utiliser à cet endroit-là, elle n'a pas de valeur, et on va mettre un tiret. Et ensuite, on va mettre la valeur initiale de f qui est 1. Alors, en fait, ce qu'on va faire pour compléter la table, c'est se rendre compte que finalement, le nombre de tours de boucle, il est décidé. On connaît la séquence, l'appel c'est pour n égale 5, donc on sait qu'on va couvrir l'intervalle de 1 à 6, mais 6 non inclus, donc de 1 à 5. Donc on connaît les éléments de la séquence, et le nombre de ces éléments, ça va correspondre à nos tours de boucle. Alors, ça c'est pour le comptage des tours de boucle. Pour la variable i, on peut aussi procéder en colonne, puisqu'on va lister tout simplement les éléments de la séquence. Alors il se trouve qu'ici, l'intervalle, c'est la même chose que les numéros de tours de boucle, mais c'est un cas particulier ici. De façon très importante, on va marquer explicitement la sortie de boucle après le 5e tour de boucle sur une ligne séparée, contrairement au while, pour donner l'information que la variable d'itération i n'est pas accessible en sortie de boucle. Et pour ça, on va encore une fois mettre un tiret à la sortie de boucle pour la variable i. Alors maintenant, on peut prendre le cours normal des événements et regarder les tours de boucle séparément, c'est-à-dire étudier l'interprétation du corps de la boucle à chaque tour. Donc, à chaque fois, c'est la même affectation. On prend la valeur ancienne de f, puis on la multiplie par la valeur courante de la variable d'itération. Donc ici, 1 fois 1. Ensuite, au prochain tour, c'est pareil. On prend f et on multiplie par 2. Puis 2, on le multiplie par 3. On va obtenir 6. Puis 6 par 4, on va obtenir 24. Et puis finalement, 24 fois 5, on va obtenir 120, qui a l'air d'être la bonne valeur qu'on essaie d'atteindre. Et on va marquer encore une fois qu'en sortie de boucle, la variable f, qui elle est accessible, a pour valeur 120. Et c'est effectivement la valeur qu'on va retourner et qui correspond bien à factoriel de 5, la valeur qu'on attendait. Alors ce qu'il faut retenir à propos de cette table de simulation pour le for, alors la première chose, c'est que la variable d'itération est indiquée dans la première colonne, avant les variables normales, entre guillemets, modifiées dans le corps de la boucle. Donc ici, pour notre exemple, c'est i qu'on devait indiquer en premier. Le deuxième point à retenir, c'est que cette variable d'itération n'a pas de valeur ni à l'entrée de la boucle, ni à la sortie. Et enfin, en troisième point, c'est que on connaît à l'avance le nombre de tours qu'on doit effectuer. Donc ici, par exemple, on sait qu'on va faire 5 tours, qu'on peut déjà les lister tous avant de commencer la simulation. Et on connaît également les valeurs successives que va prendre la variable d'itération à chaque tour de boucle, puisque c'est tout simplement les éléments de la séquence qu'on est en train de parcourir, d'itérer avec la boucle for.